Je vous le disais dans les titres, nous marquons ce dimanche la journée mondiale de la liberté de la presse. Elle est au plus bas selon le dernier classement établi par Reporters sans frontières. Des journalistes sont délibérément pris pour cible, assassinés. On l'a vu à Gaza, au Liban, en Russie, en Ukraine ou encore au Mexique. RSF, que je citais plus haut, interpelle frontalement l'avenir en posant une question simple. Jusqu'à quand allons-nous tolérer l'asphyxie du journalisme? Des questions que nous allons vous poser. CAC, bonjour à vous. Bienvenue sur l'antenne de France 24. CAC, vous êtes dessinateur de presse et vous êtes notamment le président de Cartooning for Peace. D'abord, cette première question. Vous partagez, on l'imagine, le constat établi par RSF sur cette liberté de la presse qui recule. Vous l'avez également établi dans votre rapport vers lequel je renvoie d'abord au sujet de ces dessinateurs de presse sans cesse sous pression. Oui, bonjour Nadia, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, les constats que nous faisons à Cartooning for Peace, le réseau international de dessinateurs de presse, et par Plantu, sont très similaires à ceux que Reporters sans frontières, qui est notre grande sœur, hein, on travaille beaucoup avec Reporters sans frontières, puisque les dessinateurs de presse font partie des journalistes, sont très similaires. La plupart des constats que eux vont faire sur le recul de la liberté de la presse dans des territoires donnés, nous les avons fait nous-mêmes, parfois même avec un tout petit peu d'avance, parce qu'il se trouve que les dessinateurs de presse sont souvent les premières cibles des régimes autoritaires, en fait. Et pas seulement dans les régimes autoritaires, CAC, dans les démocraties notamment. Vous avez d'ailleurs cité en exemple ce qui s'est passé aux États-Unis en ce qui concerne une dessinatrice de presse. Oui, vous avez raison. La tendance la plus frappante du rapport que nous avons fait avec Cartoonist Rights Network International sur la période 2023-2025, la tendance la plus frappante, c'est effectivement l'entrée des États-Unis dans la liste des pays, des démocraties dans lesquelles la liberté d'expression est en train de déraper. Plus précisément, dans le rapport d'avant, on avait déjà constaté, et ça s'est aggravé, qu'en Inde et en Turquie, traditionnellement des démocraties laïques, dans le cas de la Turquie, et dans lesquelles il y avait un vrai niveau de liberté d'expression, en tout cas de liberté de la presse, a considérablement reculé. Ça, on l'avait déjà constaté dans le précédent rapport, ça se confirme dans le nouveau. La grande surprise pour nous, vous avez raison, c'est l'arrivée des États-Unis sur la liste des pays rouges, c'est-à-dire dans lesquels la pratique de dessinateur de presse est régulièrement confrontée à d'énormes difficultés. Je dirais même dans le cas des États-Unis qu'on retrouve le tiercé gagnant de l'apprenti dictateur, c'est-à-dire des pressions directes du pouvoir sur les médias, directement par le pouvoir en place. Deuxième élément, c'est le pouvoir qui lâche ses fans, ses supporters sur ses cibles. Et donc là, on a des déferlements de haine qui viennent directement de supporters MAGA, en l'occurrence ceux de Donald Trump, sur beaucoup de dessinatrices, dessinateurs de presse ou de médias. Et enfin, troisième élément de ce tiercé néfaste, du coup l'autocensure, c'est-à-dire que certains médias, terrifiés à l'idée de se retrouver dans une tempête, alors qu'ils sont déjà relativement fragilisés économiquement, commencent à s'auto-censurer, notamment en matière de dessin de presse. Vous avez dit que ça a dérapé aux États-Unis. CAC, en ce qui concerne la France, on sait que nous sommes 25e sur 180 au classement de RSF. Comment vous l'analysez, cette situation dans notre pays ? Là, sur le cas de la France et de l'Europe de l'Ouest, je pense que le dessin de presse n'est pas encore aussi touché que la presse en général. J'ai la sensation, on sait par exemple dans le cas du territoire français que le président Macron, son prédécesseur un peu moins que lui, ont beaucoup utilisé l'argument du secret défense pour faire de l'ingérence en matière de protection des sources ou d'intervention directe auprès des journalistes. On sait qu'au niveau de la presse locale, en France, on a quelques tensions et pressions des élus locaux sur certains médias. Je dois dire que pour le dessin de presse, à part un ou deux petits exemples précis, on n'a pas de choses gravissimes encore pour l'instant sur le territoire européen. Mais il faut qu'on soit vigilant parce qu'on commence à avoir des petits signaux à bas bruit. En Italie, on a eu des cas de pression directe du gouvernement Meloni, de Madame Meloni elle-même, qui a finalement renoncé à l'action en justice, mais qui était sur le point de la commettre, en direction d'un dessinateur de presse. On commence à avoir ces éléments. On sait qu'elle a elle-même un gant de fer par rapport aux médias en Italie. L'Italie est quand même un des pays clés et centraux de l'Europe de l'Ouest. Je ne parle pas de la situation en Ukraine, évidemment, notamment sur le front russe, qui est catastrophique. Et on a aussi un autre petit signal, pour ce qui est en tout cas du dessin de presse, mais qui pourrait concerner les médias, qui est le rétablissement, il y a un peu plus d'un an et demi, presque 2 ans maintenant au Danemark, de l'interdiction de blasphème, d'une certaine manière, même si la loi ne s'appelle pas comme ça. Il est désormais
interdit au Danemark de s'en prendre au sacré, notamment au sacré religieux. Et donc ce sont des petits signaux, nous, qui nous inquiètent, parce qu'effectivement, c'est le début, c'est le doigt dans l'engrenage, si vous voulez. C'est le début des mesures qui vont faire qu'au bout d'un certain temps, dessinateurs de presse, et puis derrière eux, journalistes, et derrière eux, les citoyens, ne pourront plus s'exprimer librement sur les sujets qui les inquiètent, qui les préoccupent, ou sur lesquels ils ont une opinion à donner. Venons-en à certains dessins que vous nous avez suggérés, qu'on va afficher, que vous allez voir aussi. On en a sélectionné quelques-uns. Voilà, alors ce premier, ça va impacter la production de plastique de voitures et d'engrais. Vous êtes devenu écolo, en fait. Pourquoi vous avez choisi cette caricature-là, CAC? Qu'est-ce qu'elle inspire? Je l'ai choisi parce que, bon, il y a le côté ironique de l'histoire. Vous savez, dans toutes les crises, il y a aussi des opportunités. Donc là, en l'occurrence, depuis des années, Greta Thunberg doit être très contente en ce moment. De la consommation de pétrole, évidemment, ça provoque des tas de problèmes qui sont favorables à l'environnement. Donc il y avait ce côté ironique que je voulais souligner dans le dessin, mais pourquoi je vous proposais de vous le montrer, c'est parce que Donald Trump, en tout cas pour moi, dessinateur de presse, c'est un énorme problème. Au début, je me réjouissais, il y a un clown en liberté pour nous, fabuleux. En plus, il est facile à dessiner avec sa mèche blonde, etc. On se disait, c'est génial d'avoir un type comme ça, surtout à la tête de la première puissance du monde, en tout cas économique et militaire. Et en fait, ça devient compliqué parce que le mec, il fait les blagues avant vous. C'est-à-dire que Donald Trump, c'est le type qui suggère que pour soigner la Covid, on va boire de l'eau de Javel. Il est absolument incroyable. Récemment, il y a un dessinateur qui avait fait un gag au moment de la visite, la visite actuelle du roi Charles, aux États-Unis. Le dessinateur fait un gag parce qu'il y a des gens qui manifestent contre No King pour protester contre le caractère un petit peu royal de Donald Trump. Donc le dessin se moque de ça. Les gens disent au roi Charles, c'est pas contre vous qu'on dit ça, c'est contre Donald Trump. Très drôle. Et puis le lendemain, Donald Trump poste une photo de lui avec le roi Charles, avec marqué Two Kings, deux rois. Et donc Donald Trump, pour nous, dessinateurs de presse, finalement, le mec il nous vole notre boulot, quoi. Il fait les gags avant nous. Il est tellement dans l'excès que la question qu'on se pose, c'est est-ce que nous, on ne doit pas finalement remettre du raisonnable là-dedans? Il est peut-être moins drôle aussi, et plus dangereux. Non, je ne sais pas si c'est votre analyse. On a aussi retenu cette autre illustration, Stop au facho, on va la regarder pour que vous puissiez la voir aussi. Stop au facho, définissez fasciste. Qu'est-ce qu'elle représente, cette scène? Définissez fasciste, c'est tout ce qui n'est pas à gauche. Définissez gauche, c'est tout ce qui n'est pas moi. C'est moi, définissez la gauche, c'est moi. Qu'est-ce que je veux montrer par là? En l'occurrence, le dessin là-dessus est sur ces personnes à gauche, une partie de la gauche, bien entendu seulement, qui ont tendance à qualifier de fasciste tout ce qu'ils considèrent comme étant trop à droite par rapport à leurs propres convictions. Mais en fait, ce n'est pas tellement à la gauche que je veux m'en prendre dans le dessin. Je prends un exemple pour parler d'un cas plus général, qui est la polarisation du débat politique, qui est un véritable problème, y compris pour les dessinateurs de presse, mais pas uniquement, pour les citoyens français, c'est un véritable problème, pour les citoyens du monde. C'est-à-dire que la polarisation, c'est-à-dire que les avis sont de plus en plus noirs et blancs. Il n'y a plus de juste limite. Il n'y a plus de place pour la nuance. C'est-à-dire que la disparition de la nuance, je sais bien qu'il faut faire attention au relativisme excessif, puisque quand on relativise tout le temps, on finit par plus prendre de décisions et par plus avoir d'opinion. Je suis bien informé pour le savoir. Je suis moi-même plutôt centriste de tempérament et de pensée. Mais en même temps, l'absence de nuance est catastrophique parce qu'on ne peut plus discuter sérieusement des sujets. Il n'y a aucun sujet qui est simple. Aucun. Je ne sais plus qui disait, je crois que c'est Oscar Wilde qui disait la vérité est rarement pure et jamais simple. C'est exactement ça. Et donc la polarisation du débat politique, prenez les discussions en ce moment qu'on peut avoir, je ne sais pas, sur Israël et sur la Palestine, sur la Russie et sur l'Ukraine. En gros, il faut que vous soyez dans un camp ou dans l'autre. Vous ne pouvez pas être entre les deux. Si vous êtes entre les deux, vous êtes forcément vendu à l'un des deux camps. Et en fait, ça tue le débat politique. C'est pour ça que je fais ce dessin, c'est ça que j'essaye de dire derrière. Il ne peut pas y avoir de discussion sérieuse si la discussion est binaire, ça n'existe pas. Et puis vous vous êtes aussi intéressé à ce qui se passait au Sénégal. On va regarder cette image et on va la commenter ensemble. Ségrégation au Sénégal, l'illustration de cette cellule aux couleurs du drapeau, couleur arc-en-ciel aussi. Qu'est-ce qu'elle dit, cette image, CAC? Alors c'est un... Je ne sais pas s'il faut dire gag, parce qu'en fait ça ne fait pas vraiment sourire ce dessin. C'est en tout cas un symbole qui est très graphique. Pourquoi je l'ai fait? Alors, les deux précédents avaient été publiés dans l'Opinion, qui est un quotidien pour lequel je travaille. Celui-ci est publié dans Franc-Tireur, qui est un hebdomadaire. J'étais content qu'ils le prennent parce qu'en fait, la raison pour laquelle je voulais choisir ce dessin, d'abord le sujet me tient à cœur parce que je pense que quand vous avez un pays important en plus comme le Sénégal, qui sur la carte du monde va à l'envers du cours de l'histoire, c'est-à-dire qu'ils sont en train de réprimer de plus en plus fortement des libertés qui, elles, pour le coup,
dans la plupart des démocraties qui fonctionnent, sont en train de progresser et d'être gagnées. Là, je parle des libertés, en particulier des LGBT et des libertés de genre. Ça fait mal au cœur de voir un pays, enfin pour moi clairement, qui retourne au Moyen-Âge. C'est absolument terrible. Et j'étais content parce que justement, par rapport au sujet dont on débattait précédemment, la polarisation des débats, la caricature Donald Trump qui occupe l'espace médiatique, je trouvais bien que on n'oublie pas aussi de regarder ailleurs. On n'oublie pas de temps en temps que de ne pas être comme des lapins dans les phares de la voiture, pour reprendre l'expression, face à ces gens qui occupent totalement les médias, face aux guerres, et c'est normal qu'elles nous fascinent et qu'elles nous terrifient, mais quand même de continuer à regarder ce qui se passe dans d'autres pays à bas bruit et qui sont des véritables reculs pour les droits de l'homme. Et notre mission à nous, celle d'informer en toute liberté aussi. De quelle manière est-ce qu'on peut continuer à la mener à bien lorsqu'on a décrit tout ce contexte-là, toute cette censure, autocensure qui s'installe aussi, et puis comment on rétablit la confiance, parfois abîmée, avec les autres citoyens? Je pense qu'il faut continuer à... C'est une excellente question. Hein. Si l'un d'entre nous avait la réponse définitive, ça fait longtemps qu'on l'appliquerait tous. Pour l'instant, je suis convaincu qu'il faut continuer. Je suis convaincu que le lecteur, en tout cas la personne qui s'intéresse à l'actualité, lecteur de presse ou qui regarde les informations à la télévision, qui écoute les radios, les podcasts, je suis convaincu qu'il faut faire confiance à leur intelligence et que progressivement, en consommant de l'information professionnelle faite par des gens comme vous, vérifiée, en demandant des avis contraires sur les informations, en laissant les différentes opinions s'exprimer, je suis convaincu que le consommateur d'informations se rend compte de la différence. Avec juste le fait d'aller pêcher sur Internet complètement au hasard, sur des comptes de réseaux sociaux qui ne sont pas vérifiés, dont on ne sait pas qui sont ces personnes, je pense qu'il faut faire confiance à l'intelligence, continuer à faire ce travail sérieusement. De temps en temps, chacun d'entre nous fait une erreur, mais en fait, c'est une toute petite minorité du travail qu'on fait. Le reste du temps, c'est de l'information qui est professionnelle, qui est vérifiée, qui permet aux gens de savoir dans quel monde ils évoluent. Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse comprendre aux spectateurs, aux lecteurs, à l'auditeur, que quand ils dépensent un petit peu d'argent, parce qu'il faut les financer, ces médias, ça ne peut pas être le service public qui fait tout le temps, que quand ils financent la presse, quand ils s'achètent un abonnement, quand ils payent une subscription, un abonnement à une chaîne de télévision, à un média écrit, à une radio, c'est leur propre liberté d'expression qu'ils financent en réalité. Parce que si vous n'êtes pas informé sur des bases réalistes, vous pouvez tout à fait vous exprimer. Mais la façon dont vous avez formulé votre pensée, la façon dont vous avez utilisé votre esprit critique était biaisé et tronqué dès le départ, puisqu'on ne vous donnait pas les bonnes informations. Donc financer les médias, c'est-à-dire l'information professionnelle, faite par des gens dont c'est le métier, c'est acheter sa propre liberté d'expression. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, CAC. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Dessinateur de presse, président de Cartooning for Peace. Et puis je renvoie à votre rapport. On l'avait affiché tout à l'heure sur les dessinateurs de presse aussi sous grande pression. Merci beaucoup.